Bonjour et bon réveil à tous. Merci d'être là avec nous pour la dernière journée, cette ultime journée du mois d'avril. Demain, on entame avec plaisir le mois de mai. Bien sûr, nous sommes toujours au printemps. Et bien sûr, on en parlera à travers le point météo d'Amal Haribi. Dans un moment, on donnera les prévisions météorologiques pour cette belle journée qui s'annonce du côté d'Alger et ailleurs. Bien sûr, un peu de pluie, ça fait pas de mal non plus. Alors aujourd'hui, dans votre magazine Bonjour d'Algérie, nous allons parler entre autres de musique, musique à travers des représentants ambassadeurs de la Roumanie qui seront en concert ce soir à la salle Ibn Zeydoun. Mais avant justement ce concert, nous allons présenter ce trio qui nous vient de la Roumanie. Je disais, ils viennent avec une musique très atypique puisqu'elle fusionne à la fois du jazz, de la musique classique, mais aussi des chants traditionnels folkloriques justement qui viennent de la Transylvanie entre autres. Bien sûr, ce beau mélange, on en parlera avec ce trio roumain qui sera justement sur la scène d'Ibn Zeydoun à l'occasion du festival international, le festival culturel européen qui se tient à Alger depuis déjà quelques jours et jusqu'au mois de mai prochain. Donc voilà pour ce qui est de la musique qui bien sûr accompagne souvent nos mariages, nos célébrations. C'est un ingrédient indispensable à toute célébration, mais bien sûr les célébrations de mariage nécessitent énormément d'efforts, mais aussi la jonction, le mélange de différents métiers également. On parlera aujourd'hui, on fera un gros plan sur un métier en particulier, celui de l'machta, l'habilleuse. Bien sûr, l'machta, un métier qui a un petit peu disparu dans certaines régions du pays. On en parlera aujourd'hui avec une personne qui a choisi de perpétuer cette tradition en Algérie. C'est à l'occasion du salon du mariage qui se tient à Alger et couvert aujourd'hui pour nous par Maya Amrani, donc qui nous promènera dans les couloirs et justement tous les stands d'exposition de ce beau salon. Aujourd'hui, dans Bonjour d'Algérie, nous parlerons aussi de femmes autrement, cette fois-ci à travers le regard d'une moudjahida qui a choisi justement de rassembler ses mémoires, tout plein d'hommages dédiés aux femmes, ces femmes qui ont contribué à la lutte armée durant la révolution, durant la guerre de libération. Il s'agit de Yamina Sharad Ben Nasser qui sera notre invitée d'honneur ce matin pour 6 ans au maquis. Donc un témoignage poignant dont on parlera tout à l'heure, un hommage aux femmes courage entre autres. Voilà, dans votre matinale aujourd'hui, vous aurez aussi l'occasion d'ouvrir avec nous une page santé pour parler d'autisme à travers une initiative citoyenne qui vise justement à promouvoir la lutte contre, ou plutôt l'organisation autour d'un mal qui ronge de plus en plus la société. Il s'agit de l'autisme. L'autisme qui est de plus en plus présent. On a de plus en plus d'autistes dans notre pays. Et bien sûr, la prise en charge n'est pas toujours comme on le désire. Quels sont les chaînons manquants? C'est ce qui a été débattu hier et avant-hier lors d'une conférence également d'un cycle de formation initié par l'association Jisr El Wafa. Les représentants et ambassadeurs de cette association seront parmi nous pour vous parler de leur initiative ce matin, mais également des intervenants qui ont pris part justement à cet effort de sensibilisation autour de l'autisme. Et pour parler aussi de santé, n'oublions pas que Mustafa Boufellah, lui aussi, à l'instar de l'association Jisr El Wafa, œuvre énormément pour les personnes en situation de handicap, des personnes aux besoins spécifiques. Justement, c'est leur espace qui leur est consacré. Aujourd'hui, dans Bonjour d'Algérie, Accessibilité se penchera sur les déficients mentaux avec notamment un reportage signé Yazid Ait Mahidine autour de la question. Voilà un petit peu qui est dit par rapport au programme de votre matinale. Voilà, j'espère que vous resterez avec nous jusqu'au bout. 1 heure et demie, ça passe tellement vite, alors restez avec nous et sirotez gentiment votre café. Bon réveil encore une fois et voici rien que pour vous le point météo d'Amal Haribi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous.
Bonjour Amel, Bonjour Nadia. ça va? Ça va très bien? Bien, bon réveil j'espère ce Oui, matin? très bien, ça s'est bien Très passé, bien. oui. Une pluie fine Sur m'a la accompagnée. grisaille, La oui, grisaille, une pluie oui. fine, comme ça m'a Oui. accompagnée tout au long du trajet. Ah ben Mais c'est bien. elle ne dérange pas parce qu'elle n'est pas accompagnée de froid. Il n'y a Non, non, pas de ça va, vague de c'est froid. supportable, hein. C'est Pour un 19 supportable. degrés, c'est bon, hein. Alors, qu'en est-il de tout le reste de la journée, puis des autres régions aussi? Je vais vous le dire. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera passagèrement nuageux sur les régions de l'ouest avec quelques pluies, parfois sous forme d'averses orageuses. Puis le temps va s'améliorer progressivement en fin de journée sur les régions de l'ouest. Par contre, sur le centre et l'est, eh bien, le ciel restera souvent nuageux avec aussi des pluies sous forme d'averses orageuses durant toute la journée. Mais ces pluies seront plus fréquentes en soirée sur les régions côtières du centre. À noter des vents assez forts qui vont souffler vers les régions intérieures de l'ouest, également l'est et les Aurès, pouvant atteindre les 50 km/h. Au sud, plus exactement le Nord Sahara et les oasis où le ciel restera caché, le soleil sera caché par des nuages, parfois accompagnés de quelques pluies orageuses. Partout ailleurs, le ciel restera partiellement voilé sur le sud-ouest, la Saoura, le Sahara central, l'extrême sud, le Ghat Assili, également le Sahara oriental avec deux fréquences seulement de sable du côté de la Saoura, le Sahara central et le Nord Sahara. Les températures, eh bien, elles seront plutôt agréables pour la saison, avec toutefois un minimum de 17 degrés du côté de Tlemcen et Mascara, 18 Tizi Ouzou, 19 Alger, Oran et Hennaba, également Sétif, 21 degrés à Batna, également Al Beyod, au sud 31 degrés Tindouf, Biskra, 30 à Bécha, 34 Gardaya, 36 degrés Hassim Soud, Ouargla, 37 Ilizi, également à Drar, 35 Tamanrasset, Janet et enfin le maximum toujours à Borj Beji Mokhtar et Inzam avec 43 degrés. On va faire un petit voyage comme toujours du côté de l'Europe où le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé, plus exactement à Dublin, Oslo, Helsinki, Berlin, Berne, Marseille, également peu nuageux vers Varsovie et Bucarest, mais des nuages chargés de pluie intéresseront la ville de Paris, Bordeaux, Madrid, Lisbonne, Londres, également Budapest et Athènes. Côté température, eh bien, on relèvera 7 degrés seulement à Londres, 9 à Paris, 14 Oslo, 11 Helsinki, 13 à Dublin, 28 degrés à Varsovie, 23 à Prague, 16 à Berne, 13 à Marseille, 18 à Marseille, 16 à Bordeaux, également Lisbonne et enfin 27 degrés Bucarest et Athènes. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Et comme d'accoutumé, comme chaque lundi, Mustapha est avec nous déjà. Bonjour. Bonjour. Ça va, Mustapha? Ça va. Ça va? Vous m'avez dit que je porte bien le bleu, je me suis mis en Il te bleu va aujourd'hui. bien, Oui, oui, ça va, oui. Ouais, très Oui, bien. ça va, même les bretelles, hein. Ah oui, les bretelles, on les voit pas, mais elles vous... Ouais, moi, je les adore, les bretelles. Alors, Je trouve vous que avez, c'est très vous avez élégant. réfléchi à la colle que je vous ai posée la semaine dernière? Mon Dieu, j'ai oublié. Pourquoi on appelait Dar Beida Maison Blanche l'aéroport? Ah ben, je sais pas. Eh bien, c'est tout simplement. Avant, les pilotes d'avion n'avaient Oui. pas d'instrument de repérage de la piste d'atterrissage quand tu faisais son Très bien. approche. Et il y avait une petite maison blanche Ah, c'est pour qui ça. étaient là-bas et ils faisaient leur approche sur la piste d'atterrissage par rapport à la Maison Blanche
Donc D'accord. il disait à la tour de contrôle, nous sommes au-dessus de la Maison Blanche. Et c'est Tout devenu, simplement, et c'est et devenu c'est Maison vrai qu'à Blanche. à l'époque, c'était encore des vergers. C'était encore des vergers, et puis les avions c'était pas un aéroport, c'était Oui. un aérodrome militaire. C'était une escadrille qui était la 149e escadrille, donc qui était basée là-bas, française, hélas. Donc, et après, c'est devenu un aérodrome, Un quartier ensuite un aussi. aéroport, ensuite une ville qui s'est agrandie Toute autour une de ville l'aéroport, autour de et l'aéroport. qui s'est appelée Dal Beida, Maison Al-Baïda, Blanche. très bien. Voilà. Merci. Vraiment, c'est toujours très instructif et bénéfique. La rubrique accessibilité, c'est vraiment polyvalent. Vaut mieux toucher quelque chose. Absolument, absolument. Voilà, donc Mais- on va parler du oui. sport aujourd'hui, puisque notre Très bien. invité n'a pas pu venir. Son père a Effectivement. eu un malaise cardiaque ce matin, donc On lui souhaite un il prompt s'excuse, rétablissement, voilà, il s'excuse, vraiment. mais il sera avec nous peut-être Oui. d'ici la semaine prochaine ou dans une autre semaine. Très bien. Oh, Voilà. Vraiment désolé pour lui. Désolé pour lui, oui. Oui. Là, on va parler de petite introduction qui est le sport pour handicapés. Entendu. Ils ont participé, l'athlétisme a participé, ils rentrent aujourd'hui normalement, ils ont participé au tournoi de Marrakech, d'athlétisme, avec l'équipe nationale et l'équipe du Mouloudia. Il y a eu des récompenses en athlétisme. Donc, ça nous fait Oui, bah, ça nous honore énormément. voilà, ça nous fait de bons résultats. Plus, il y a le championnat d'Algérie de powerlifting le 5 à Oran, auquel j'irai couvrir cet événement pour bien. le Bonjour d'Algérie. Donc voilà, donc il y a plusieurs programmes, Oui. il y a plusieurs choses qui vont arriver prochainement. Et bien sûr, que Bonjour d'Algérie sera partenaire. Pour la compétition qui se déroule à Al-Bahia Oran, donc c'est une compétition qui concerne quel type Alors, d'handicapés quel type justement, vont d'handicapés? participer Bon, ce sont des handicapés physiques. Couramment, ce sont des polios, des amputés, etc. Et on fait l'haltérophilie développée couchée. Très bien, entendu. C'est-à-dire on développe l'haltérophilie couchée. Il y a les filles et il y a les garçons. Et Alger a organisé le premier tournoi de powerlifting, championnat, qui rentre dans le championnat. Plus il y aura le championnat, c'est un scoop que je vous donne, Oui. il y aura le championnat d'Afrique ici, les championnats d'Afrique de powerlifting en Algérie, à partir de D'accord. juillet, En juillet. Très après bien. les JAG, les Jeux africains de la jeunesse. Donc il y aura la participation de 15 pays pour le moment. Très bien. Donc c'est la première fois que l'Algérie organise un tournoi de cette importance de powerlifting, l'haltérophilie développée couchée. Donc pour ceux qui ne veulent, pour faciliter, qui ne connaissent pas le mot powerlifting. Donc c'est adressé à des handicapés moteurs, uniquement physiques, moteurs. Donc voilà. Très bien. Et sont-ils nombreux à pratiquer ce sport en Algérie? En Algérie, oui. En Algérie, il y a exactement entre 10 et 16 clubs. D'accord. Bien sûr. Alger compte 2 clubs donc, de powerlifting, développement powerlifting. Nous avons Oran, nous avons Constantine, nous avons Annaba, nous avons aussi les autres wilayats, bien sûr. Et donc ça se déroule entre 10 et 16 clubs qui développent l'haltérophilie. Très bien. Alors, c'est certainement sous l'égide de la Fédération de handisport Oui, algérienne. effectivement. Et comment se pratique ce sport? Je dirais, est-ce qu'ils sont aux côtés des valides dans les mêmes salles d'entraînement? Non. Est-ce qu'ils ont des salles spécifiques? Est-ce qu'on Non, a aménagé ce pour sont eux les des mêmes espaces? salles. Ce sont Oui. les mêmes salles. Simplement, le handicapé, le valide, ne dispose d'haltérophilie debout, donc il fait l'arraché debout. Or, l'handicapé physique fait l'arraché couché, développé couché. Il est sur Très un bien. banc, Oui. couché, attaché, bien sûr, pour sa sécurité. Il doit descendre la barre, la mettre au niveau du torse et après la soulever droite. S'il la soulève droit, elle reste très longtemps droit, pour quelques secondes droit, donc, ou quelques micros de secondes, donc elle reste droite. Il y a les drapeaux blancs qui se lèvent. S'il y a une décalage, elle n'est pas droite, donc il y a La 3 couleur du drapeaux drapeau va rouges, changer. change les rouges et c'est annulé. Donc D'accord. voilà, et on est champion, on va participer au championnat du monde. Et il y a des participations aux Jeux paralympiques aussi 2020 de Tokyo. Très bien, mais on a suffisamment d'athlètes, justement. Est-ce qu'on a des champions déjà qu'on pourrait Oui, citer? oui, dans il y a cette des champions. Il y a, parmi les filles, il y a une demoiselle, si j'ose dire, qui fait partie du club d'Alger, qui a battu son record extrêmement bien. Très excellent. Et il y a des garçons, il y a des garçons qui sont aussi
bien, qui vont développer, qui vont être prêts pour les Jeux africains. Et des Jeux africains, ça va être la sélection ou la qualification pour les Jeux paralympiques et les champions du monde. Voilà. Merci beaucoup, Mustapha. Bah, donc, est-ce qu'on aura l'espoir est-ce qu'on peut maintenir l'espoir de recevoir peut-être les athlètes qui reviennent victorieux justement de Marrakech? Oran, Marrakech, on va les recevoir. Ce sont l'équipe nationale et l'équipe du GSP Mouloudia, donc l'ex-Mouloudia, qui sont partis. Et donc, j'espère les avoir prochainement. Ben, merci beaucoup, Mustapha. Par contre, je serai à Oran le 5 mai. Oui. Donc, la compétition commence le 5 mai. Donc, je vous ferai peut-être un reportage ou des envois d'Oran. Avec plaisir, Mustapha. C'est une ville que j'aime beaucoup. Oran. Moi aussi. Oui, rappelons qu'elle accueillera en 2021 des Jeux très attendus, les Jeux méditerranéens. Les Jeux méditerranéens, effectivement, que Oran est en train de se faire belle pour les Jeux méditerranéens, auxquels les handicapés, hélas, feront le 1005 et uniquement participeront aux Jeux méditerranéens, avec une seule course, c'est le 1005 fauteuil. Eh ben, bravo pour toutes ces informations, Mustapha. On attendra toutes ces échéances avec plaisir. Et puis voilà, votre invité, j'espère qu'il sera bientôt parmi nous. J'espère on souhaite un prompt rétablissement à son père. Parce qu'il a fait beaucoup de choses à travers l'école qu'il a créée en Kabylie. Et il fait de belles choses. C'est un CAT, donc. On reviendra sur ce sujet très prochainement avec vous, Mustapha. Merci beaucoup d'avoir été là pour l'accessibilité, donc pour toutes ces personnes. Aujourd'hui, je vais vous laisser tranquille, je ne vais pas vous poser de colle, mais la semaine prochaine. Ah ben quand même, j'ai eu ma colle au démarrage avec Daruda, quand même. On a bien démarré. Non, mais c'est vraiment un truc qui est pratiquement... J'essaye de faire quelque chose qui amène quelque chose de très d'information sur... Et vous savez qu'à Alger, le Caroubier était le premier salon aéronautique à Alger. Ah, on connaît plutôt l'équitation dans ce quartier, mais je ne sais avant qu'il soit un centre équestre, c'était une piste d'atterrissage et de décollage de petits avions, les premiers avions qui étaient créés ici en Algérie. Il y avait des pionniers de l'aviation en Algérie qui étaient français. J'espère qu'on aura encore plus de détails autour de cette question la prochaine fois. Moi, j'attends avec impatience. Merci beaucoup, Mustapha. Je vous en prie. Passez une excellente journée et profitez, pourquoi pas, des spectacles qui ont lieu à Alger cette semaine. Il y a deux beaux festivals, un qui est consacré à la danse et un autre à la musique. Musique et danse également, en fait, toutes les couleurs culturelles qu'on puisse et qu'on peut imaginer. C'est à travers le Festival culturel européen qui se tient à Alger actuellement, mais bon, tout de suite, je vous invite, ainsi que les amis téléspectateurs qui sont avec nous ce matin, à suivre en images le déroulement du coup d'envoi de la 9e édition du Festival culturel international de danse contemporaine qui se tient à Alger. Voyons un petit peu ce compte rendu de Hasna Zouberi et nous retrouvons tout de suite les invités qui vont suivre. C'est le ballet de l'Opéra d'Alger qui a ouvert la seconde soirée du festival en présentant sa dernière création intitulée Dada. C'est un festival très important car il permet aux différentes troupes de danse de se rencontrer. Je souhaite un grand succès à ce festival. C'est une manifestation qui rencontre un franc succès par les talentueux artistes qui se produisent sur scène. C'est un festival qui cherche toujours du nouveau, notamment en matière de chorégraphie. Nous sommes heureux de voir que le public a été emporté par cette soirée d'ouverture. Un duo entre des troupes algériennes et italiennes s'est concrétisé par le célèbre spectacle intitulé La Mer. العام هذا l'Italie هي la rive de la Méditerranée. قررنا نطلعوا une production commune algéro-italienne, la mer qui nous réunit, donc la mer Méditerranée. وهنا غادي تنظروا الفنانين الجزائريين مع الطليانيين وتشوفوا باللي ما كاش فرق بيناتهم فنانين عالميين. Buonasera a tutti, mi chiamo Dorian Grori. Nous visitons l'Algérie pour la première fois. Nous avons un programme qui va durer 2 jours.
Siamo molto onorati di far parte di questo festival. Inauguré vendredi, le 9e Festival international de danse contemporaine se poursuit jusqu'au 30 avril avec encore au programme des compagnies de danse en provenance de plusieurs pays. C'est un très beau festival qui se déroule actuellement à Alger, donc j'espère que vous serez nombreux à en profiter, à prendre part aux différentes représentations et shows qui sont offerts justement pour le public à l'occasion de cette 9e édition. Autre édition, celle du Festival international européen qui se tient également à Alger. Aujourd'hui, donc, à l'honneur, la Roumanie. Je le disais tout à l'heure au sommaire, la Roumanie est représentée par un trio très sympathique, déjà présent avec nous ce matin. Donc, le trio, donc, Radu Nekifor. C'est ça? C'est bien ça, je n'ai pas écorché. Radu Nekifor, donc, and Friends, parce que c'est un trio qui s'agrandit apparemment de temps en temps. Oui. C'est ça. Donc, la formation de base est de 3 éléments. On peut les présenter. Donc, merci d'être là, Radu. Et Radu, on prononce comme ça? Oui, Radu. Radu Nekifor. Très bien. Oui. Et puis, voilà, j'aimerais que vous me présentiez donc cette fois-ci Fazakas. Alors, c'est très difficile à prononcer là, par contre. Hein. Comment vous prononcez? Tchaba. Tchaba. Voilà. Je disais bien, je n'ai pas voulu le dire. Tchaba. Oui. Donc, Fazakas, Tchaba, bienvenue. Donc, vous êtes violoniste, c'est bien ça. Oui. Et vous, Radu, vous jouez de la flûte. Flûte de pan. Flûte de pan, essentiellement. Et puis, Marius Tuta. Marius Tuta. Tuta. Oui, Marius Tuta. Oui. Bienvenue, welcome here. Thank you for the invitation. Thank you, the same here. Thank you for being with us this morning. And voilà, donc je remercie également Sébastien Gorgiou. C'est bien cela? Bonjour. L'organisateur un petit peu de tout cela, c'est vous qui avez permis cette participation roumaine à ce festival, c'est bien cela? Je voudrais remercier l'ambassade de Roumanie et vous pour inviter ici. Ah bah ça c'est l'espace des artistes, vous n'avez pas à me remercier. Bienvenue messieurs, on va parler un petit peu de votre formation Radu si vous le voulez bien. L'aventure a commencé pour vous musicalement parlant en 2008. Vous avez déjà pris part à d'autres formations et aussi à des orchestres internationaux, des orchestres philharmoniques tout d'abord. Oui, je joue le flûte de pan de 22 ans. Oui, c'est pas mal. Je connais Marius de 22 ans. Il a joué le clarinet, mais approximativement 8 années avant, il a commencé un petit peu à jouer le piano, oui. Très bien. Et je connais Tchaba aussi de 3 années, 4 années, merci. Très bien. De 4 années. Et, le temps passe vite. Pendant ce temps, nous sommes joués. Oui, vous jouez ensemble depuis quelques années, vous me dites, depuis 4-5 ans. Vous jouez ensemble, vous aimez bien cette fusion de 3 sons. C'est-à-dire que vous êtes à la flûte de pan qu'on voit justement à l'image normalement, et le violon, et ainsi que la clarinette, c'est bien ça? Mais il joue le piano. Il joue le piano voilà, parce que vous êtes dans une tendance un peu plus jazzy. Oui. C'est bien ça. Nous jouons la musique roumaine. Oui. La musique c'est roumaine, mais nous l'on fait en un particulier style avec d'influence de jazz et classique. Voilà, en fait, c'est ça, Radu. Vous jouez entre trois répertoires, c'est-à-dire il y a le répertoire classique, parce que vous êtes tous issus de ces formations classiques traditionnelles qu'on connaît, musique universelle, vous les avez dans le sang, et puis vous mixez avec des sonorités jazz et aussi un héritage de Transylvanie.
Oui. C'est ça, c'est le folklore de Transylvanie que vous exploitez le plus. Oui, c'est vrai. Nous avons étudié à le conservatoire, l'université de musique en Roumanie, mais nous avons étudié la musique classique. Mais le folklore roumain, nous jouons seulement par le plaisir. Ça, c'est dans le sang. Oui. Oui. In the blood. Yes, in our blood. In your blood, Yes, voilà, it is Transylvania. true. Yes. Oui, bah, bravo. On aimerait de toute façon avoir une idée un petit peu. Je ne sais pas si on peut interpréter ici même sur ce plateau un petit morceau. Oui. Ah oui, mais il manquera le piano. Je peux jouer seulement avec le violon. Oui. Un petit extrait peut-être. Oui. Juste pour sentir un peu ce mix. Ok. Juste un petit peu pour sentir ce mélange. Ça que je vais jouer, c'est une doina. Est un morceau très lent et c'est la cœur de la musique transylvanienne. Très bien. Eh ben, on aime bien la douceur, nous, en Algérie, on apprécie de toute façon. Oh, merci. C'est vraiment un beau voyage qu'on vient vraiment d'avoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. On est parti directement en Roumanie, là, sans ticket de voyage, sans rien du tout. Merci beaucoup à vous deux. Et merci beaucoup. J'aimerais aussi m'arrêter un petit peu sur le parcours de chacun, si vous le permettez. Je ne sais pas si Gorio voudrait dire un mot. Qu'est-ce qui vous a justement poussé à choisir ce trio, justement, pour cette participation? Parce que je joue musique classique, un peu de jazz et les musiques folkloriques. Oui. Et en cette année, en Roumanie, anniversaire 100 ans de réunion. Oui. Et une année célébrée en Roumanie. D'accord, c'est la célébration de la réunification de la Roumanie. Exactement. C'est bien, ça, 100 ans de réunification. Exactement. Ben oui, donc joyeux anniversaire. Je voudrais à tous les Roumains. À tout le monde, ici en Algérie, de Arata. The show. Le show. A little bit of Romanian music. Oui, voilà, il y a une empreinte de la musique authentique roumaine dans votre travail, dans vos compositions en tant que trio. Donc voilà, j'aimerais aussi mettre en valeur le parcours de chacun, parce que vous-même, vous avez eu des consécrations, vous avez été lauréat de différents concours internationaux, vraiment remarquables, comme le Festival international de folklore Golden Braces. Ouais, donc vous avez été parmi les lauréats. Et puis celui Création pour la paix aussi. Ça a été un bon moment pour vous? Oui. Ça a été un très bon moment parce que le concours ça a été organisé par une association de France. Et Maestro Gheorghe Zanfir a été dans la jury de ce concours. Et j'ai gagné ce concours et après ça, nous avons été en concert en Suisse.
Très bien. Dans une très très grand et beau concert hall. Très bien. Mais l'un des plus beaux projets aussi que vous avez mené sur plusieurs années, 2013, 2014 et 2015, c'est Simply the Best, The Pan Flute Story. Oui. C'est aussi un très grand projet avec avec 4 music styles. C'est un concert où la musique s'est continuée. Oui. Nous jouons les quatre genres une avec l'autre. D'accord, avec un enchaînement qui est surprenant en fait. Avec un rond stage qui change les groupes qui jouaient without stopping. Sans qu'il y ait de temps mort entre l'une et l'autre des formations. C'est une fusion complète. Et c'est ce qui a fait l'originalité de ce spectacle itinérant qui a parcouru différentes scènes mondiales. Et bravo pour ceci. On revient un petit peu au trio. Le trio, alors qui est la locomotive de votre trio? Qui est la véritable locomotive? C'est vous, Rado? Rado? Oui. J'ai joué sa musique et aussi j'avais fait quelques arrangements de cette musique avant de jouer avec Tibi, mais je le connais, Marius, 22 années avant. C'est votre ami, hein? Oui. Your friends? Yes, my best very friend. close friend. Close friends. Et nous avons étudié en différentes cities. Et après, nous avons rencontré 5 années après l'étudier, après le conservatoire. Et nous avons rencontré et commencé à jouer ensemble, encore une fois ensemble. Et 5 années après, nous avons rencontré aussi Chaba et commencer ces projets ensemble. C'est très bien. Pourtant, vous êtes dans des formations aussi classiques qui sont différentes. Vous ne jouez pas forcément dans les mêmes orchestres philharmoniques aussi. Parce que parmi les membres du groupe, il y en a qui sont des membres permanents de certains orchestres prestigieux. Ils continuent de le faire tout en étant dans le trio. Oui, la différence avec un orchestre, c'est aussi que nous sommes tout le temps le trois, pas de différentes personnes. Dans un orchestre, une fois, il y a très violoniste et autrefois, il y a des autres violonistes. Oui, c'est-à-dire que vous invitez d'autres amis. Là, c'est vraiment la formation de base. Exactement. C'est le trio. Oui, c'est tout le temps. Le noyau dur, on dira. Le noyau dur est là et on a vraiment plaisir à vous recevoir. Et j'espère que le public aura beaucoup de plaisir à écouter votre musique ce soir sur la scène d'Ibn Zaidoun. Et voilà, est-ce que c'est votre premier passage en Algérie, messieurs? Oui. Pour tous les quatre. Pour tous les quatre. J'espère que vous aurez le temps de visiter Alger également. Oui, j'espère. J'espère aussi. Oui, nous allons partir en mercredi. Très bien. Alors, ça vous laisse une journée. Oui. Très bien. Nous avons une journée plus pour visiter, découvrir l'Algérie et les Algériens. En tout cas, très heureuse de vous recevoir ce matin et bienvenue à Alger pour ce concert qui se déroulera donc ce soir à partir donc de 19h au niveau de la salle Ibn Zaidoun. Voilà, l'accès est à un prix symbolique, 300 dinars pour cette année pour le Festival culturel européen. J'espère que vous serez nombreux à découvrir ce jazz en particulier, ce jazz signé le trio Rado. Alors, j'espère que je vais retrouver Rado, Chaba et Marius. Rado and Friends. Donc voilà. Est-ce qu'on peut finir avec quelques petites notes si ça vous dérange pas? Oui. Parce que vraiment en régie, on a apprécié le son de la flûte, ce mix entre le violon et la flûte est très très beau. Merci. Merci à vous.
mieux. Donc, vous qui nous suivez ce matin, c'était là le trio Rado Nekifor and Friends qui seront ce soir à la salle Ibn Zaydoun. Et sans transition aucune, nous allons parler d'initiatives citoyennes tout de suite. Tout d'abord, à travers un reportage signé Mouna Nawal Hamoudi qui, elle, nous fait découvrir des bénévoles très dévoués pour des personnes qui en ont besoin. C'est tout en haut d'une montagne, vous allez voir dans un petit moment. Assurer une couverture médicale de proximité à Béchar, c'est la mission de ces équipes médicales qui se déplacent vers les villages et les régions enclavées pour dispenser des soins dans différentes spécialités au profit des villageois. Nous avons vraiment besoin de ces visites médicales. En plus, ces médecins font plus que leur devoir. Il y a un manque flagrant en soins pédiatriques dans ce village. La visite de ces médecins est importante pour la santé de nos enfants. En plus de l'inspection, le diagnostic et le suivi des malades, le plan de santé de proximité consiste également en la sensibilisation des villageois aux risques liés aux maladies chroniques et aux épidémies. Les 4 thèmes principaux, beaucoup plus, c'est l'HTA. Lors de nos visites, nous insistons toujours sur les dangers de l'hypertension artérielle, du diabète et de la toxicomanie. Les équipes médicales sont formées de psychologues et de médecins généralistes et nous avons consacré des moyens importants pour la réussite de cette opération. L'organisation de portes ouvertes sur la santé à Mridja, cette région frontalière, a drainé bon nombre de citoyens venus consulter et demander conseil aux médecins. J'ai découvert par hasard l'existence de ces portes ouvertes et comme je suis hypertendue, je suis venue mesurer ma tension artérielle. Cette initiative permet d'assurer une offre médicale et paramédicale diversifiée et d'améliorer la qualité des soins pour les villageois. Je vous le disais il y a un instant, nous parlerons à présent d'initiatives citoyennes, en l'occurrence celles qui sont menées par l'association Jisr El Wafa, dont les membres sont présents avec nous, notamment la présidente de l'association Jisr El Wafa. Bienvenue à vous, Naïm Al-Menna. Merci. Vous êtes accompagnée du président d'honneur, monsieur Abdouj Abdelrani. Bienvenue. Merci. Merci pour ces fleurs offertes pour l'équipe ce matin. Merci infiniment. Voilà, vous êtes venu accompagné de spécialistes pour ce qui est de la question de l'autisme, parce que c'est de cela qu'il s'agira ce matin. On va parler d'autisme avec le professeur Majid Napti. Bienvenue. Merci. Vous êtes, rappelons-le, spécialiste en pédopsychiatrie à l'hôpital de Chiraka. Et puis également, bienvenue à Laurent Marel-Jean, psychologue. Bonjour. Et intervenant lors de journées qui ont été consacrées à l'autisme grâce à l'initiative justement de l'association Jisr El Wafa. Ça s'est déroulé hier et avant-hier, c'est bien cela. On peut en parler brièvement, justement, Madame Naïma? Oui, bonjour, voilà, nous avons fait deux événements. Il y a eu 2 jours, le 28 et le 29 avril 2018. Nous avons parlé de l'autisme. Le premier jour, c'était la formation et le deuxième jour, le premier jour, c'était la conférence, le deuxième jour, c'était la formation. Donc c'est très intéressant d'avoir justement composé l'événement entre ces deux aspects, c'est-à-dire c'est vrai que la sensibilisation c'est important, la communication autour de la question c'est important, mais vous avez associé donc ces ateliers ou plutôt ces petits stages de formation ou d'initiation pour certains. Voilà, donc Monsieur Abdouj pourrait peut-être nous en parler davantage. Vous aviez l'air hier au téléphone très content du déroulement justement de ces journées de formation. Je crois que le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut un succès total. Les amis ici présents pourront en témoigner. Sur les 2 jours, nous avons fait salle comble.
160 personnes, et 160 personnes, je crois que c'est quand même assez valorisant. Sinon, en matière de thème, c'est une prise de conscience, tout simplement. L'idée est partie d'une prise de conscience. Dans notre pays, il y a une dynamique qui tend vers une inclusion, c'est ce qu'on dit souvent, une inclusion scolaire, pour ne prendre que cet aspect-là des choses en matière d'autisme. Mais on s'est dit, là, c'est vrai que le parcours, il est beau en lui-même, mais il manque une marche. Cette marche-là, ça s'appelle le CESAD. Le CESAD, c'est un service d'éducation spéciale et de soins à domicile qui précède en réalité, qui est antérieur à la scolarisation de l'enfant. Il faut le préparer avant qu'il ne soit vraiment inclus. Et donc c'est autour de ce thème-là que nous avons focalisé notre action en faisant appel à des spécialistes du terrain et des spécialistes de haut niveau. Voilà, Laurent Morel-Jean est là, psychologue spécialisé, et le professeur Majid Tapti aussi est là, mais il y avait aussi Stéphanie Bonneau, qui est une autiste Asperger de haut niveau, qui mieux qu'elle pouvait parler d'autisme à partir d'un vécu. Oui, c'est excellent. Donc, ce témoignage, justement, parlez-moi de ce témoignage, Monsieur Tapti. Hier, donc, l'assistance a été quand même très impressionnée par ce témoignage en particulier, celui de cet autiste qui parlait justement de ce mal qui ronge de plus en plus la société. Effectivement, donc on reste dans le mois d'avril, on célèbre la journée de l'autisme le 2 avril, mais c'est le mois qui est consacré à l'autisme et je salue l'initiative prise comme toujours par M. Abdouche, président de l'UFAD, avec qui nous travaillons. Donc il y a un partenariat qui a été bien établi depuis déjà 3 ans avec l'association Jisl Wafa. Donc effectivement, moi-même j'avais intervenu avant-hier sur un peu l'autisme, ce qui a été fait et puis les perspectives. De grandes choses ont été faites en Algérie par rapport à l'autisme, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc nous avons intervenu avec Morel Jean, moi-même et Stéphane Bonnet. On avait intervenu un peu donc chacun dans son contexte. Donc nous avons eu le plaisir de rencontrer Stéphane Bonnet qui est elle-même donc Asperger autisme de haut niveau et son intervention était très 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 bénéfique parce que c'est un vécu. Donc quand il y a un témoignage comme ça d'une personne et en même temps elle porte donc la casquette aussi d'universitaire. Et je vous assure que j'étais impressionné par le nombre de médecins. Moi-même, donc nos médecins et les médecins de l'hôpital de Cheraga ont participé massivement. Et c'est une excellente initiative. En tous les cas, chapeau pour Jisl Wafa et l'UFAD. Et puis, donc, on ne va pas s'arrêter là parce qu'il y aura d'autres initiatives qui sont prévues pour le mois de septembre et voire le mois d'octobre pour un partenariat de collaboration par rapport à la prise en charge de l'autisme avec M. Abdouche. Monsieur Abdouche, à l'instant, nous parlait de ces centres de prise en charge spécifiques, ce qu'on appelle le CESAD, donc l'expérience française par rapport à cela. Est-ce qu'on peut parler de l'importance de ce chaînon dans le processus de prise en charge d'un autiste? Oui, c'est vraiment maintenant, les choses évoluent dans le sens où nous ne raisonnons plus sur des places finalement définitives pour les personnes en établissement. Bien souvent, les personnes dans une logique d'inclusion, notamment les plus jeunes, ont besoin de travailler des prérequis pour pouvoir être scolarisés dans des conditions optimales. C'est-à-dire tenir son attention, rester assis à table, pouvoir écouter les consignes de l'enseignante. Tout cela, ça se travaille en amont. Et ça se travaille également avec les enseignants pour bien leur donner les éléments essentiels à un accompagnement de qualité. Oui. Pour une population d'environ 5 millions, par exemple, dans une ville comme celle de notre capitale, il faudrait combien de centres de ce type par rapport à la prise en charge, justement, en amont? Alors c'est toujours difficile à évaluer et à chiffrer précisément. C'est vrai que c'est difficile de chiffrer, mais je pose la question par rapport à ce qui existe justement, l'exemple qui existe. Je crois que l'important c'est de lancer la dynamique et de lancer un modèle qui pourrait éventuellement se dupliquer après évaluation des résultats obtenus sur quelques années. Mais ce sont des services en général assez légers, composés de quelques personnes qui viennent vraiment au plus près des lieux de socialisation et de scolarisation pour apporter l'information et le soutien aussi bien aux personnes accompagnées qu'aux accompagnants.
Oui, lors de cette journée de formation, justement, vous avez pris part à ces travaux. Et quelle a été la réponse apportée en une journée? À quoi on peut répondre, justement? Qu'est-ce qui a été développé comme réflexion ou comme échange? L'idée, c'est de se dire que l'on peut toujours trouver des solutions complémentaires à l'existant et essayer de développer pour optimiser ce qui est déjà en place. C'est bien sûr ne pas se substituer aux services déjà existants, c'est apporter un plus pour que finalement les choses puissent réellement se mettre en place. Très bien. C'est en fait votre combat dans le cadre de l'association Jisr El Wafa, n'est-ce pas? C'est aussi le combat de M. Tapti dans le cadre du service qu'il dirige justement depuis des années en faveur des personnes nécessitant aide et assistance, notamment, là on parle essentiellement des autistes. Monsieur Abdouche, donc votre réflexion a été dans ce sens, apporter un plus aux participants, aux médecins essentiellement. C'était des professionnels qui étaient autour de la table hier. Vous avez tout à fait raison. À partir du moment où on a fait appel à Stéphanie Bonneau-Brier, qui est elle-même autiste Asperger de nouveau, elle a expliqué les choses en prenant les choses en fait à contre-pied. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de l'autisme en termes de conséquences, elle en a parlé plutôt en termes de causes, c'est-à-dire partir du mode de fonctionnement d'une personne autisme pour expliquer le pourquoi. La question c'est pas comment, c'est le pourquoi. Le pourquoi c'est le mode donc sensorimoteur et le mode de pensée du fonctionnement d'une personne autiste qui est important, et ça a éclairé d'un jour nouveau les professionnels qui étaient là et qui ont découvert d'un coup quelque chose d'extraordinaire, une formation tout à fait appréciable, etc. Mais quand même, il y a des détails qui sont apparus comme ça, d'évidence. La prise en charge, je gage que la prise en charge à partir d'aujourd'hui de l'autisme dans notre pays va changer au fur et à mesure. L'idée c'est quoi? Pour revenir maintenant juste au CESAD, c'est que le CESAD ce sont des petites adaptations dans des centres existants déjà. Mettre une équipe par exemple sur les listes d'attente, au lieu que les familles restent là gambergées en proie à leur désarroi, en train de ne savoir que faire de leur enfant autiste sévère ou léger. Au lieu de ça, une équipe peut être consacrée à la prise en charge à domicile, préparer cet enfant à la scolarité pendant quelques temps, au lieu qu'il soit livré à lui-même. Et c'est un gain de temps après, parce qu'une fois versé dans le domaine scolaire, dans le domaine ordinaire, à ce moment-là, il ne passera pas son temps à se questionner sur ce qu'est un crayon ou ce qu'est une feuille, au moment où les autres sont en train d'avancer dans les calculs. D'apprendre, tout à fait. Absolument. Que pense le professeur Tapti de cette initiative? C'est vrai que sur ce même plateau, on avait parlé justement d'une limite d'âge à prendre en considération pour la prise en charge en amont, c'est-à-dire avant l'âge de 5 ans, il faut déjà diagnostiquer et agir rapidement. Donc, que pensez-vous de ces cellules mobiles qu'on pourrait éventuellement lancer, former et déployer sur le terrain au service justement de ces familles dans le besoin? Effectivement, c'est l'un des points forts qu'on va développer ensemble. Et puis, à l'échelle où on est par rapport à l'autisme, donc la prévalence commence à augmenter de façon exponentielle, la demande est très importante, les listes d'attente sont très importantes. Donc, comme l'a dit M. Morel, il faut lancer toute la bonne dynamique pour la prise en charge de ces enfants autistes. Et l'un des points à développer, c'est les CESAD, avec l'expérience, parce qu'on a eu quand même la chance de se déplacer en France auprès des équipes qui confectionnent un peu le CESAD. C'était l'année passée. Donc l'idée, l'ébauche revient à une année. Et là, on compte lancer avec l'équipe de Cheraga, l'hôpital de Cheraga, en partenariat avec l'UFAD et Jisr El Wafa, cette option de CESAD et donner un peu la chance à tous les enfants autistes qui sont en attente, qui n'ont pas cette chance. Une excellente initiative. J'espère qu'on y arrivera à terme rapidement à développer cette dynamique avec l'ensemble des acteurs intervenant de façon directe ou indirecte par rapport à l'autisme. Mais en tous les cas, il est temps que toutes les bonnes volontés, toutes les forces doivent être conjuguées pour la prise en charge de l'enfant autiste, parce que je dirais que les témoins sont quand même
En rouge, ouais. On parle beaucoup d'entrepreneuriat dans notre pays. Pourquoi ne pas créer aussi des micro-entreprises en faveur justement de la santé et qui pourraient justement absorber un taux de chômage des médecins justement n'exerçant pas leur spécialité, notamment ceux qui ont été formés en psychiatrie ou ceux qui auraient été formés en psychologie. Je pense que vous avez tout à fait raison. L'idée, c'est que le lien de solidarité se crée autour d'un processus qui entraîne vers le haut cette dynamique d'inclusion qu'on souhaite tous, en sachant qu'il faut le rappeler, l'autisme reste une priorité nationale voulue par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et ça, il me semble que les familles sont dans l'attente de cette progression, de cette prise en charge, et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Oui, les bonnes volontés ont été un petit peu exprimées hier et avant-hier lors de cette rencontre. On voit ici même des photos qui rappellent ce moment vécu donc dans la salle Asdin Medjoubi, c'est bien cela. Et bien sûr, l'assistance était nombreuse. C'est aussi le fruit d'une collaboration pérenne, dites-moi Madame Naïma. Naïma El-Menna. J'ai toujours peur d'écorcher. Merci en tout cas de m'aider, de me secourir. Donc hier et avant-hier, vous avez aussi encore une fois réalisé le fruit d'une collaboration pérenne. Monsieur Dapti s'est présent, parler de ces déplacements, de ce travail en amont que vous développez avec l'union franco-algérienne basée en Lorraine, c'est bien ça? Nous travaillons en logistique avec l'Union franco-algérienne de Lorraine, dont Monsieur le Président est ici, c'est Monsieur Abdouche, c'est le président de l'UFAL. Nous travaillons en collaboration avec eux. Bon, c'est l'initiative de l'Union franco-algérienne de Lorraine. Pour cet événement, c'est leur initiative. Et nous, ici, on fait le travail sur le terrain. C'est très bien, c'est excellent. Cette complémentarité ne peut qu'enrichir justement cette sensibilisation, ne peut qu'enrichir les actions à déployer sur le terrain. Monsieur Abdouche, ici présent, avait aussi joué un rôle très important l'année dernière lors d'une autre conférence tout aussi importante consacrée à la cécité. La canne blanche, c'était ainsi que vous l'aviez appelée? C'était à l'occasion de la journée internationale de la canne blanche et on a organisé effectivement une conférence dite de haut niveau parce qu'elle était vraiment de haut niveau. On se place sur le plan d'un constat. Il y a un postulat en Algérie, il faut le savoir, c'est que là on passe à autre chose, c'est vrai, mais d'un mot quand même pour le dire, il existe un fléau national qui s'appelle la rétinite pigmentaire dans notre pays. Cette rétinite pigmentaire touche des milliers de familles, d'une part parce qu'il y a les mariages consanguins sont toujours d'actualité chez nous, mais il y a aussi le fait que c'est une maladie congénitale, héréditaire, elle se propage comme ça, et donc on fait quoi? D'autant plus qu'il n'y a pas de prise en charge actuellement. Il n'y a pas de prise en charge. Les gens vont directement vers la cécité, les médecins sont impuissants, ils ne peuvent rien, la médecine a ses limites actuellement. Mais en Europe, il y a des avancées sur un plan technologique et c'est ce que nous souhaitons. Sans de réadaptation fonctionnelle pour parer immédiatement aux accidents à court terme et en même temps penser à l'avenir en mettant dans ce centre de réadaptation un service dédié aux implants artificiels, donc de rétiniens artificiels. Et ça, le docteur Mohamed Saïd, qui est notre collaborateur dans ce domaine et qui est chercheur reconnu mondialement dans ce domaine, qui est il travaille aux côtés du professeur Sahel au 15-20 à Paris, est une sommité mondiale dans le domaine et il est prêt à prendre en charge la formation de notre élite ici, des chercheurs du CRU, pour travailler dans ce sens, parce qu'un jour ou l'autre, il va falloir une solution. Au lieu de payer un implant à l'étranger qui fait 25 000 euros, on le créera ici, c'est tout à fait possible avec la structure qui existe déjà à Bab Hassan, donc de nanotechnologie. On peut faire un partenariat comme ça, il faut le vouloir, mais dans notre association, il y a des volontés, il y a des gens qui peuvent financer. Il suffirait d'avoir un terrain, un bail amphithéotique et on peut aller de l'avant comme ça.
Voilà. Oui, vous l'avez prouvé de toute façon en vous déployant sur le terrain en faveur de personnes accidentées, entre autres. Vous les avez aidées, celles qui étaient justement menacées par un handicap, tous les types d'handicap qu'on peut imaginer suite à un accident. Donc vous avez souvent été au-devant, plutôt au secours de ces personnes qui étaient dans le besoin. Vous êtes parfaitement renseigné, c'est vrai. Et nous avons, juste à titre d'exemple comme ça, un jeune qui est trisomique, il avait 13 ans, il était en danger de mort ici parce qu'il avait un problème organique, il fallait impérativement agir. Et là, on a mobilisé le réseau, parce que vous parliez tout à l'heure de partenariat, mais c'est plutôt un réseau. Et sur les deux rives, on a fait fonctionner le réseau. Ce gamin est parti, il s'est fait opérer, aujourd'hui il se porte très bien, comme un charme. Il a 13 ans, il a 14 ans aujourd'hui et on est très très heureux d'avoir collaboré un tant soit peu à le sauver. Oui, on va peut-être donner un petit dernier mot à notre invité, justement invité de l'Algérie, à travers justement votre initiative. Laurent Morel, Jean, vous êtes psychologue, je le rappelle, et vous avez pris part à ces travaux, vous avez observé un petit peu cette association qui travaille et qui se déploie sur le terrain. Quel est votre ressentiment à la suite de ces deux journées de travail? Est-ce que vous voyez déjà les passerelles et les liens à tisser dans l'avenir? Oui, c'est toujours moi c'est toujours en tout cas un plaisir de rencontrer des praticiens algériens et des personnes de terrain parce qu'il y a une réelle volonté d'apprendre et de parfaire ses connaissances. Et je pense qu'il y a vraiment, là nous arrivons à un moment qui est important où finalement la dynamique d'inclusion a besoin d'être relayée, d'être étayée, et il faut trouver des systèmes, des solutions, des dispositifs qui permettent vraiment de réaliser cette inclusion. Voilà, on espère que ces initiatives, l'envie et la volonté de créer les CESAD, ces centres d'aide aux personnes atteintes d'autisme, à un stade donc précoce, donc les enfants, les jeunes sujets en réalité, parce que c'est ceux-là qu'il faut secourir, hein, docteur Napti? Effectivement, donc l'initiative portée par l'association Jessel Lufa et M. Abdouche, c'est un travail de collaboration. Donc nous, au niveau de Cheraga, à sa tête, le directeur M. Gendouz, on est en train de tout faire éventuellement pour assurer la formation, parce que c'est par ce créneau qu'on peut réellement apporter un plus à ces enfants autistes. Et la formation donc, on est en train de faire, espérons faire bénéficier le maximum de personnes. Et donc là, avec l'association l'UFA et Jessel Lufa, éventuellement signer une convention de partenariat entre l'hôpital de Cheraga et l'association. Et à partir de là, donc, sur une assise juridique, légale et administrative, beaucoup de choses, Inch'Allah, seront faites de manière très, très saine, quoi. Bon vent à tout ça, bon vent vraiment à toutes ces belles initiatives. Merci beaucoup, professeur Abdelmajid Tapti. Vous êtes chef de service, spécialiste en pédopsychiatrie. Merci à Laurent Morel-Jean, psychologue ayant pris part aussi à ces 2 journées de travail et de formation initiées par l'association Jessel Lufa, dont la présidente est Madame Naïma El-Menna. Merci d'avoir été avec nous, ainsi que Monsieur Abdelghani Abdouche. Merci infiniment pour toutes ces initiatives, tous ces efforts consentis en faveur des autistes en Algérie. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de passer une agréable journée, pourquoi pas un bon mois du patrimoine. Nous sommes au cœur de ce mois du patrimoine, c'est l'occasion pour tous de redécouvrir ou de voyager à travers les monuments historiques, les sites, les monuments justement qui sont très nombreux à travers notre pays. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans notre matinale aujourd'hui à un bâtiment qui est plus ou moins connu par les Algérois, mais certainement, si vous êtes ailleurs, vous allez avoir envie de connaître un peu mieux le Bastion 23. Visite guidée signée Lilia Ben Nasser. Le palais des Raïs, plus connu sous le nom de Bastion 23, fait partie de ces vestiges et monuments historiques de la capitale à visiter absolument, aussi bien pour le touriste étranger que pour les amateurs d'histoire, de culture et de beauté architecturale.
L'ensemble occupe une surface de 4000 m². Il est composé de 3 palais, palais 18, palais 23 et le palais 17, ainsi que 6 petites maisons appelées maisons des pêcheurs. L'acte de naissance du bastion 23 prend effet avec la construction de Burj Souzia, bâti sur ordre du Dey Ramadan Pacha, vers l'an 1576. Ce burj fait partie des remparts de la ville d'El Jazair. Cette partie de la ville assurait à l'époque un rôle purement stratégique et militaire. Elle deviendra un prolongement naturel de la Kasbah vers la mer. Le palais 18 a été construit en 1750 par Reis Arnaout Mami. Ensuite, il a été racheté par le Dey Mustafa Pacha pour en faire sa résidence. Ce n'est qu'après que les palais 23 et 17 ont été construits. Après 1830, il sera occupé par le commandant du génie civil. Il deviendra un pensionnat pour jeunes filles, puis le consulat des États-Unis, la résidence du duc du Mal, et enfin, il deviendra une bibliothèque municipale. Il sera ensuite pillé avant d'être restauré. Le palais 18 est plus impressionnant de par ses nombreux décors tels que les fresques, les faïences, les colonnes de marbre, mais aussi les plafonds en bois de la salle à manger. Les palais 17 et 23 étaient à l'époque ottomane occupés par des domestiques. C'est pour cette raison qu'ils apparaissent comme étant plus modestes. En 1992, le palais des Reis a été classé en tant que monument historique au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'histoire a fait que ce vestige soit l'un des derniers témoins qui attestent physiquement du prolongement de la Médina d'El Jazair vers la mer. Et l'actualité en a fait depuis quelques années, après sa restauration, le centre des arts et de la culture. Une manière de le rendre accessible au public, de faire de ce genre de lieu un espace culturel par excellence et un site touristique qui draine de monde aussi bien autour du bâti lui-même et de l'histoire qu'il véhicule que pour les diverses manifestations culturelles qui abritent tout au long de l'année. C'était là un reportage signé Sabrina Khlifi qui nous a emmenés au cœur du bastion 23, le palais des Reis, au cœur d'Alger également. Alors aujourd'hui, j'ai grand plaisir à recevoir l'auteur Yamina Cherad Ben Nasser qui est ici parmi nous. Bienvenue. Merci. Oui. Bienvenue. Donc, on va découvrir, grâce à elle, tout un hommage, toute une mise en lumière de tous les efforts, le courage, l'abnégation, la détermination, le dévouement, le sacrifice des femmes durant une période très douloureuse, celle de la guerre de libération. C'est à travers un ouvrage que Yamina Cherad Ben Nasser nous le fait. C'est 6 ans au maquis.
elle-même était au maquis aux côtés de nombreuses dames qui, vraiment pour certaines, ont succombé au champ d'honneur. Donc bienvenue à vous Yamina. Merci bien. Bienvenue et merci pour cet ouvrage, un témoignage poignant, un hommage à la femme courage. Exactement, oui. Je l'ai écrit d'abord pour remettre à la lumière le rôle de la femme algérienne, et je l'ai écrit pour notre jeunesse, pour qu'elle sache ce qu'ont fait la génération, notre génération, pour libérer notre pays. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'écriture? C'est-à-dire que vous avez attendu longtemps avant d'apporter ce témoignage écrit, Madame Oui, Chebab. au début, je me disais, je n'ai fait que mon devoir, je n'ai rien à dire. Puis au fil du temps, et surtout ces derniers temps, j'ai constaté que les jeunes ne s'intéressaient plus à la liberté de notre pays, qui ne considérait ça comme un événement quelconque. Et c'est pour cela que j'ai pris mon courage entre deux mains une autre fois encore et j'ai écrit ce dont je me souviens. Oui, avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'honnêteté, je dirais beaucoup de... comment dire, fidèlement à toutes celles qui ont eu une action aussi petite, aussi infime qu'elle soit. J'ai parlé un peu de tout le monde, aussi bien des filles citadines, moudjahidettes, dont la plupart sont mortes au maquis. J'ai parlé des djounoud, des responsables, et surtout de la femme rurale, qui a participé beaucoup à notre révolution. Et sans elle, je crois qu'on n'aurait pas réussi ce qu'on a réussi. Oui, elles l'ont fait au péril de leur vie, au péril même des membres de leur famille. Certaines ont même étouffé leur bébé pour ne pas alerter justement les colonisateurs à leur passage. Oui, elles ont souffert parce que dès le début, au début de la Révolution, c'était plus ou moins flou pour elles. Et le colonialisme n'avait pas employé encore tous les moyens. Et après, au fur et à mesure des années qui passaient, surtout en dernier, la femme rurale a été d'une efficacité exemplaire. Le colonialisme a fait établir des camps de regroupement où ils obligeaient tous les paysans, tous les montagnards à descendre dans des camps clôturés. Et il y a eu beaucoup de femmes qui sont restées avec nous. Elles nous ont aidés. Elles ont rompu un petit peu cet isolement en vous préparant parfois c'est grâce à manger. À elles que nous avons tenu. Elles-mêmes nous encourageaient à poursuivre. C'était une forme de courage. Une femme qui abandonne elle-même ses enfants, sa famille dans le camp et qui reste. Et des fois, elle venait, elle prétextait le contrôle de son petit jardin, le bétail, parce qu'elles avaient laissé un peu de bétail. C'était pour venir nous rendre visite, nous ramener quelque chose, des fois des petits trucs. Et ça nous encourageait. Sans compter celles qui étaient là, qui faisaient le guet. Tout à fait. Chez laquelle on allait, nous les filles, on allait se laver, changer de... Oui, être au maquis, ça veut dire qu'il n'y a aucun confort, il n'y a rien. Le minimum du minimum n'existe pas quand on est en pleine forêt. Et c'est comme ça que vous avez vécu. En pleine montagne, en pleine... aucun confort. Bon, les premières années, moi j'ai pris le maquis en 56. Vous aviez à peine 20 ans. Oui, j'avais 20 ans. C'était calme, on pouvait côtoyer les gens des villages, des mechtas, et il n'y avait pas la pression qu'il y a eu après le 58, quand il y a eu le plan Chal. Le plan Chal a resserré les taux contre le plan Chal, il a fait descendre tous les habitants des montagnes dans les camps. C'était pour nous isoler et la France a employé tous les moyens qu'elle avait pour mettre fin à notre existence. Oui, malgré ça, nous avons tenu.
Bon, il y a eu beaucoup de... C'est-à-dire que le maquis, les djounoud, les moudjahidettes qui étaient à vos côtés, vous étiez infirmière à cette époque-là, vous avez été formée en conséquence et donc vous apportiez votre aide aux djounoud, mais vous étiez là, loin du cocon familial également. C'est devenu votre seconde famille. Et c'est ce que vous relatez dans le livre. Oui, quand on va au maquis, il y a la rupture entre le milieu familial et tout l'environnement. Et là, on découvre un autre monde, on découvre d'autres frères et sœurs, et c'était une famille. Oui, et souvent vous perdiez des êtres chers sans le savoir. Vous étiez et le plus souvent, on tombait soit en embuscade, soit par l'aviation, l'artillerie. Et quand il y avait une perte, c'était douloureux pour nous, mais il fallait tenir le coup et continuer à se battre. C'était une détermination complètement, voilà, c'est inconditionnelle, sans aucune hésitation. Vous avez pris part au combat. Mais vous n'avez pas oublié lors de votre récit de citer toutes ces personnes qui ont contribué à votre éducation, à votre instruction. Toutes ces personnes qui étaient là pour aider l'émancipation de la femme, de la jeune fille algérienne. Son instruction était utile et importante. Et ces petits témoignages sont tout aussi importants. Oui, bien sûr. J'ai fait travailler ma mémoire, je vous dis, pendant 50 ans. Je n'ai rien fait. Bon, au fond de moi-même, c'était comme un film, ça se déroulait dans ma tête. Les souvenirs revenaient, les noms, même des noms. Puis quand je me suis décidée là, à écrire, j'ai écrit, je me suis rappelé tous, pas tous, parce que je m'excuse peut-être auprès de personnes que je n'ai pas citées. Oui, c'est cette humilité qui m'a frappée à la lecture de votre ouvrage, parce que même lorsqu'on vous aide à vous remémorer certains noms, vous citez la source et fidèlement, et vous dites voilà, c'est telle Moudjahida qui s'est rappelée et c'est telle Moudjahida qui l'a dit, et c'est vraiment très très bien, c'est digne de... Voilà, c'est vrai que c'est pas un travail d'historien, vous le dites, vous le revendiquez, vous dites c'est un témoignage, c'est pas un travail, c'est une écriture d'une histoire, de quelques individus, mais qui a sa contribution quand même dans l'écriture de l'histoire. Oui, j'ai essayé de retracer d'abord mon enfance, ensuite mes études, puis ma participation au début avec je suis rentrée dans la Révolution malgré moi. Puis ensuite... Il faut dire que vous pratiquiez un métier qui était très utile. Vous étiez infirmière, l'une des rares infirmières. Vous n'étiez pas nombreuses à être formées avec cette même qualité. Nous n'étions pas nombreuses à ce moment-là. La fille algérienne, c'était des exceptions. Il y avait quelques lycéennes. Moi, je suis native de Sétif, de Bel Air, d'un village attenant à Sétif. Et il n'y avait pas tellement de filles. Il y avait quelques lycéennes. Et l'école d'infirmières a donné, nous étions les pionnières avec Melika Gaïd, on était de la même promotion, nous étions les premières à monter au maquis. Oui, tout à fait. Oui. Et c'était aussi cette formation, vous la devez au docteur Smati à l'époque, qui lui a insisté. Oui, c'est grâce à lui et c'est grâce aussi au primaire, nous avons eu des enseignants, Madame Robzi, dont le mari était directeur d'école, c'était un Algérien qui était marié à une Vosgienne. Et c'est grâce à cette dame qui nous a repérés, nous étions 5 filles, elle nous a mis de côté pour nous bousculer, nous faire arriver jusqu'au cours complémentaire. Et c'est grâce à elle que nous avons été aussi à l'école d'infirmières. Et ces gens-là restent inoubliables. Docteur Smati, c'est celui qui a ouvert l'école d'infirmières. Et l'école d'infirmières a fourni beaucoup de filles à la Révolution. Et comme vous étiez brillante, vous avez tout de suite travaillé dans un hôpital, donc à Sétif. Et vous avez été repérée donc, par le FLN, les militants qui vous ont tout de suite sollicité pour le travail. Dans mon livre, je raconte un peu comment je suis rentrée petit à petit dans le cours de la Révolution.
comme je travaillais à l'hôpital de Sétif en chirurgie femme, au début, il y avait surtout des blessés pas français, pas tout à fait. C'était un mélange maltais, espagnol, toute race. Et ils étaient plus violents que les Français de souche. Et il fallait les côtoyer et il fallait prendre une... En tout cas, vous avez décision. acquis l'essentiel parce que vous n'étiez pas seulement infirmière au maquis, vous étiez médecin. C'est-à-dire que... Au maquis, j'ai fait le médecin. C'est-à-dire que vous avez fait le médecin, le chirurgien, vous avez pratiqué le avec un bistouri, avec votre sens de la psychologie, vous avez tout mis au service justement du maquis et vous vous êtes même battu aux côtés de vos frères et sœurs. Et c'est bien de raconter cette période, ces 6 ans de maquis que vous relatez dans cet ouvrage, que l'on peut, un ouvrage justement édité par la maison Al-Kalima, qui a permis justement de donner le jour à ce témoignage poignant. Je le rappelle, donc c'est 6 ans au maquis, signé Yamina Sherad Ben Nasser, donc du vécu, que du vécu. On vous suit avec beaucoup de plaisir, on vit avec vous ce parcours passionnant. Donc Yamina, on ne va pas tout raconter certainement aux téléspectateurs aujourd'hui. On va les laisser lire. Oui. On va un petit peu les inviter à lire. C'est très facile à lire de toute façon. Quand on commence l'histoire, on la termine en 1, 2, 3 jours maximum. Voilà, 3 jours, je pense que c'est suffisant. Pour quelqu'un qui lit vraiment. Puis la fin, moi, je me suis mariée au maquis. Et j'ai perdu mon mari à la fin, 10 jours avant que ne naisse votre enfant. L'enfant. C'est-à-dire oui, il est mort le 2 décembre et j'ai eu un garçon, Saïd, qui est né le 11 décembre. Oui. Je suis descendue en ville à Djidjel et puis je suis remontée au maquis avec le bébé entre les bras. C'est ça qui est exceptionnel dans le parcours de toutes ces femmes à qui vous rendez hommage si bien dans cet ouvrage, toutes celles qui ont contribué avec vraiment tout type de participation et leur combat, leur abnégation, leur détermination sont tellement visibles dans votre récit. Merci beaucoup. Je suis vraiment satisfaite parce que tout ce que j'avais au fond de moi, je l'ai mis par écrit. Je répète, voilà, que c'est un hommage à la femme rurale. Alors la femme rurale, elle a toute mon admiration, tout mon amour, tout ce que... Et je n'oublierai jamais ces femmes qui ont tout quitté, la femme qui abandonne sa famille, qui venait nous rendre visite, la femme qui étouffait son bébé pour ne pas porter atteinte aux Djounoud, aux gens qui étaient avec elle. La femme martyre, la femme... et je n'oublierai jamais cette femme aussi dont je parle. Elle avait une blessure à la cuisse et je ne suis pas arrivée à maîtriser l'hémorragie. Et j'ai toujours Ce sont des choses qui arrivent. Ces douleurs sont immuables, j'imagine, mais en tout cas, grâce à cet ouvrage, on peut vivre avec vous et ressentir. Et les jeunes pourront avoir justement ce vécu qui est tellement simple, simplement raconté, mais qui est très fort. Et sans phare, sans rien, je n'ai rien inventé. Je leur dis, vous pouvez me donner un Coran, je peux jurer sur ce Coran que ce que j'ai dit est véridique, vécu. Merci. Merci Yamina Sherad Ben Nasser, auteure de 6 ans au maquis, édition Al-Kalima. Merci à vous aussi d'être avec nous encore dans Bonjour d'Algérie. Nous continuons notre petit bonhomme de chemin pour parler de femmes autrement cette fois-ci. Après cette empreinte, justement ce voyage au cœur de notre histoire, l'histoire de la Révolution, nous allons voyager au cœur d'un salon, un salon consacré au mariage qui est organisé actuellement à Alger. Donc Maya Amrani était, en voici le compte-rendu. Chaque année, le salon du mariage bat son plein. Les futurs mariés, sans cesse à la recherche d'informations, de conseils et de repérer les prestataires qui pourront vous accompagner le jour J.
Venus de plusieurs régions d'Algérie, même de l'étranger, les exposants de cette 7e édition nous offrent un grand choix dans les tenues traditionnelles, les bijoux, les décors, les accessoires, et le choix est important. Ce modèle, c'est une shamsa moderne, traditionnelle, avec de fil doré. On a fait les pierres, des strass aussi. Ça dépend la cliente aussi. À chaque fois, on la cliente. Voilà. Ça, c'est Djiloua, c'est premier choix. Djiloua, premier choix, c'est une gondora traditionnelle à 100% de Constantine, مخدومة à la main. ما فيهاش un travail la machine. Tout c'est à la main et ça prend du temps pour faire cette robe. 7 mois, 8 mois à peu près, ça arrive une année. Pour le djubba aussi, on a le cordon, ça soit avec une miskia ou là avec une khamsa ou là. Sinon avec du djouhar, ça dépend les goûts et ça dépend aussi le modèle de la mariée. Sinon pour les caftans, etc., on voit que maintenant les nouvelles mariées utilisent la couronne. On a beaucoup de modèles de couronne. Voilà, c'est en plaqueur. Rdif aussi, il y a le retour Rdif maintenant, le khalkhal, voilà. Alors il y a les mariés, enfin la nouvelle génération, ils aiment tout ce qui est Rdif. Sinon le mqayis, les bracelets, les gros bracelets qui va avec le djubba, ça soit benoît ou la constantinois, même avec l'algérois. Les décors de salle de mariage nous éblouissent par leur éclat. Je loue des caftons, je loue tout ce qui est karakou, européen, et tout ce qui est caftan comme vous voyez maintenant comme ça. Le salon nous permet de découvrir les dernières collections en robe de mariée, en coiffure et en maquillage aussi. Voilà, on est le salon de mariage pour faire l'exposition pour la mariée. Comme nous avons le choix de les coiffures et le maquillage, la tendance 2018. On fait la décoration pour les mariages dans les salles et à domicile aussi. Nous, on participe pour la première fois à ce salon, on est très heureux. Malgré que le salon existe depuis 7 ans, mais nous, ça fait pas longtemps qu'on a créé la boîte. Voilà, c'est la première fois. Donc on fait les décorations qui est très tendance, tout ce qui est doré, argenté, et aussi dans le rose, le beige, enfin les couleurs qui sont tendance pour les mariés cette année. Les salons du mariage nous offrent la possibilité de découvrir les nouveautés tout au long de l'année et de bien s'y préparer. Et je le disais tout à l'heure au sommaire, tout est important lors de la préparation de la cérémonie du mariage. Vraiment, beaucoup de métiers contribuent justement à ces préparatifs. Et aujourd'hui, nous allons opérer un petit gros plan sur un métier en particulier, celui de l'machta, l'habilleuse. Nous en avons une avec nous, Nora Tekour, bienvenue. Bonjour, merci. C'est toujours un plaisir de prendre part à ce salon. Hein. Oui, c'est vraiment un plaisir. Et en plus, on rencontre plein d'exposants qui exposent de très très belles choses. Et on rencontre d'autres métiers aussi, il y a des couturières, il y a un peu de tout. Donc, et on part aussi à la rencontre des mariés qui viennent directement nous voir et font part de ce qu'elles veulent et tout. Voilà. Très bien, donc c'est une bonne source, tout est rassemblé pour elles. Exactement. Celles qui ont la chance de se préparer en cette période, vraiment vont pouvoir, sans courir à droite et à gauche, avoir tout concentré au même endroit. Exactement. C'est excellent. Et ben c'est ça, c'est ce qu'ils ont présenté. Ils ont dit l'ars nahar et les préparatifs, ça dure 7 jours. Voilà. Oui, et on dit parfois mais là, c'est en 7 jours, vous pouvez réparer votre mariage et mettre tout en place. Oui, parce que tout est là. Tous les éléments sont là. On a tout. Celle qui prépare les gâteaux, on a celle qui prépare la déco, on a celle qui prépare les tenues. Mais bon, sauf que les tenues, ça prend un peu plus de temps. Oui, un peu plus de temps, c'est vrai. Il faut préparer ça en amont. C'est vrai. Et parlons un petit peu, les tenues, c'est aussi un petit peu votre spécialité. L'habillement, l'habillage d'une mariée, les accessoires qui accompagnent ces tenues, tout ça. C'est vous qui l'offrez finalement. Voilà, exactement. Parlez-nous un petit peu plus de votre rapport. Moi, la mariée, je suis en contact avec elle durant toute sa période, depuis qu'elle vient me voir. On reste en contact par Viber, voilà. Elle m'envoie les photos de ce qu'elle a fait comme tenue, comme tsdera. Et moi, après, je la conseille par rapport aux bijoux. On essaye de trouver ce qui va le mieux. Donc moi, je lui fournis tous les bijoux, tous les accessoires. Elle n'a pas à courir à droite et à gauche.
c'est moi qui vais le faire à sa place. Voilà. Habituellement, c'est la famille qui contribue, ce sont les amis qui aident. Ah, moi, je suis peut-être un truc qui va avec ça. Et Maintenant, maintenant, on fait appel à des professionnels. Donc, nous, on est professionnels dans ça. Donc, on s'occupe de la mariée. Et même le jour J, la maman, tout le monde est tranquille, elle peut recevoir ses invités et s'occuper du mariage. Sans s'inquiéter. Et il y a quelqu'un qui veille au grain qui s'appelle Nora Tekour. Voilà, exactement. Nora Tekour, à la base, vous étiez analyste. Vous étiez dans un tout autre domaine. Vous étiez commercial. Dans le commercial, analyste, vous étiez en plein dans les chiffres. Et puis un jour, une opportunité s'est présentée à vous et vous avez sauté dessus. Voilà, exactement. Et franchement, c'était une opportunité, je voulais vraiment, j'étais plus heureuse dans ce que je faisais. Après 12 ans, dans une multinationale, j'étais plus heureuse. Je voulais vraiment passer dans autre chose. Ça a étonné beaucoup, surtout mes ex-collègues. Mais après, moi, je savais dès le début, avant de quitter l'entreprise, je savais vraiment ce que je voulais faire. Et voilà, et je me suis lancée. Et on compte plus les heures. Quand on aime ce qu'on fait, c'est tellement agréable et c'est un plaisir de le faire comme ça. Même si on est fatigué le soir, le fait de voir la mariée satisfaite et toute la famille satisfaite et contente, ils disent... Oui, et puis ça, c'est ma satisfaction. C'est aussi un métier qui a tendance à disparaître. Vous avez choisi d'être mashta parce que on connaît le mashta. La compagne est mariée depuis des centaines d'années. Et vous donnez vie à ce métier qui est un peu délaissé depuis quelques années. Voilà, c'est surtout, je pense, dans l'Algérois, peut-être qu'il a été délaissé, mais je pense sur les autres régions, sur la région Est. Oui, à Nabat, Lemsan, ils ont Shidda, donc c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire d'avoir une mashta. Là, c'est vrai que sur l'Algérois, ça revient, on fait plus appel à nous, parce que c'est plus comme avant, c'était toute la famille qui contribuait au mariage de la jeune fille dans la famille. Donc maintenant, ça revient plus à la mode, et c'est avec des versions différentes. Il y a plusieurs... là, on présente un petit peu plus la fille moderne. Et même si on est moderne, mais on tient toujours à nos traditions. La femme algérienne tient toujours à ses traditions. Vous êtes à cheval entre les deux. Vous connaissez aussi toutes les régions et vous avez réponse à tous les modèles, c'est-à-dire vous avez les accessoires qui vont avec toute la panoplie de tenues traditionnelles et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et différentes. Et belles. Super tout à belles, fait. exactement. Qu'on soit à l'est, à l'ouest, au centre, au sud, tout est beau et les accessoires sont différents. Vous voyez, on vient de parcourir par l'image une multitude de bijoux allant de la Kabylie au sud, au Lednaïel et tout ça. Donc c'est plus moderne. Ça c'est votre label, Meshta. Oui, exactement. Meshta Nora. Exactement. Meshta Nora, bienvenue et merci. En tout cas, c'est le moment de conclure. Je vous laisse le dernier mot. Je remercie les téléspectateurs qui nous suivent ce matin et qui peuvent justement découvrir ce salon dédié au mariage. Ça se passe où, on aura rappelé? Donc ça se passe à Ardis. Il y a un chapiteau juste à l'entrée d'Ardis. Voilà, et demain ce sera le dernier jour. Je vous invite toutes à venir pour voir tout ce qu'on propose sur place. Excellent, donc c'était notre Mashta aujourd'hui, donc Meshta Nora, merci d'avoir été avec nous. Nora Tekour alias, donc Nora Tekour, c'est votre véritable nom. Exactement. Bonne continuation et merci de ressusciter un métier qui est en voie de disparition dans certaines régions du pays. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, vous qui nous suivez ce matin. Le meilleur de l'actualité, c'est encore demain dans votre magazine Bonjour d'Algérie, 1h30 à partir de 8h le matin. Passez une excellente journée. When I'm sleeping, sleeping,